Donc bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup à vous de vous être connectés pour cette quatrième séance du séminaire de RSHS qui portera sur la thématique de la co-conception en robotique. Donc on accueille aujourd'hui Dimitri Voilmi et deux représentants de l'entreprise Orthopus, Dorothée Petrov et Thibaut Davas, que l'on présentera davantage ultérieurement, notamment au moment de leurs interventions. La séance a été organisée par les coordinateurs du réseau de RSHS et sera modérée par Charlie Pécoste, mon collègue, et par moi-même, David Rodriguez. Donc, avant d'aller plus loin, quelques petites précisions en guise de préambule que je laisse à Charlie. Oui, bonjour à tous. Alors, première précision, les intervenants ont accepté que la séance soit enregistrée et que cet enregistrement soit ensuite rediffusé en ligne. Voilà, si vous souhaitez ne pas apparaître, je vous laisse la liberté de couper votre caméra. Vous pouvez aussi rechercher l'anonymat en ne mettant pas votre nom dans, dans la description de votre visio. Par ailleurs, vous pouvez intervenir tout au long de la séance, tout au long des présentations dans le chat en posant vos questions, en posant vos remarques. Elles pourront être sollicitées par la suite. Et puis, après chaque présentation, vous aurez l'opportunité d'intervenir, de poser des questions, aussi, encore une fois, de proposer des remarques à l'oral cette fois-ci, mais aussi à l'écrit, hein, si vous le préférez. L'idée, c'est que tout le monde puisse intervenir à l'écrit comme à l'oral et de stimuler le plus possible les échanges. Merci Charlie. Donc rapidement pour l'historique du réseau, on le fait très rapidement et l'objectif, hein. Le constat de départ, c'est celui d'abord des avancées technologiques récentes qui permettent un rapprochement progressif entre humains et systèmes robotiques. Ces nouvelles formes d'interaction, elles poussent notamment à se questionner sur la bonne conception et intégration de ces machines dans nos sociétés. Donc face à ces enjeux, la recherche en sciences humaines et sociales, elle est de plus en plus mobilisée dans des programmes de recherche régionaux et nationaux en robotique, comme le PEPR robotique organique, etc. Et donc cette nouvelle dynamique de collaboration, elle est très, très féconde scientifiquement. Par contre, la communauté qui se forme peu à peu, elle est encore fragmentée et faiblement connectée. Et on manque aussi de référentiels communs et d'espaces de discussion pour construire de nouveaux référentiels, justement. Et l'enjeu de ce séminaire, c'est de créer cet espace de discussion propice à construire cette collaboration interdisciplinaire entre sciences humaines et sociales d'un côté et robotique, ou plutôt sciences de l'ingénieur et du numérique. Et donc le réseau, il a été créé début 2025. Notre première séance a eu lieu en février. Et donc les activités du réseau s'articulent soit autour de séances thématiques, de séminaires qui sont en visio, et soit autour d'une journée annuelle dont on reparlera plus tard. Donc, à la coordination du réseau, on a une équipe, je le fais en très rapide, mais on a des acteurs toulousains et parisiens issus de différentes disciplines. On a des ergonomes, des sociologues et des roboticiens qui se sont notamment mis en relation via le programme de recherche nationale en robotique, là, le PEPR robotique organique. Et donc, voilà, on a Charlie et moi, mais aussi Yann Ferguson, Caroline Morico et Guillaume Morel. Côté partenaire, on est financé par le PEPR robotique et la Maison des sciences humaines et sociales de l'Université de Toulouse. Et on a aussi le soutien de plusieurs laboratoires, dont le CERTOP, l'ISIR, le CEDCOPRA ou encore une école d'ingénieurs, l'ICAM. Voilà. Donc, rapide retour sur la séance 3 avant de passer directement à la séance d'aujourd'hui. Donc, vous pourrez retrouver l'enregistrement de cette séance sur le site internet du réseau de RSHS. On a été une trentaine de participants en tout et on vous remercie pour votre mobilisation et votre engagement dans les discussions. On a bien noté vos retours sur le questionnaire de satisfaction, voilà, les suggestions de thématiques, d'intervenants, d'améliorations sur la forme et le fond. Et on essaiera de faire au mieux pour intégrer vos commentaires dans les séances à venir. Et enfin, point important pour tous ceux qui n'auraient pas été là, c'est oui, vous trouverez la rediffusion sur le site. Comme la séance d'aujourd'hui d'ailleurs, et comme les séances précédentes, toutes les rediffusions sont disponibles en ligne. Rapidement, deux actualités à partager. D'abord, celle du 25 et du 26 septembre, en présentiel à Paris ou en visioconférence. Ça parlera à certains d'entre vous, mais il y a les journées annuelles du Centre Internet et Société.
C'est une unité de recherche du CNRS qui réunit des chercheurs en SHS qui travaillent sur les transformations liées au numérique et Internet. C'est un peu lié à notre sujet, donc il y aura énormément de panels différents et notamment des sujets sur les politiques environnementales du numérique, les usages de l'IA ou encore les infrastructures politiques d'Internet. Et un deuxième événement qui peut éventuellement vous intéresser, qui est proche de celui-ci, c'est le 3 novembre de 13h à 20h au LAS à Toulouse, donc le laboratoire de robotique de Toulouse. La journée robotique et imaginaire qui explorera les imaginaires autour de l'interaction humain-robot et en particulier l'interaction humain-robot en tant qu'objet d'art. Donc l'après-midi, il y aura des conférences et des ateliers. Et le soir, il y aura une pièce de théâtre, un peu comédie musicale, qui a été mise en place, qui a été organisée et qui sera présentée à l'ENAC, l'École nationale d'aviation civile qui est à côté du LAS. Donc cette journée-là, elle est organisée par l'axe prioritaire 2 du GDR robotique, donc c'est robotique et société. Elle est financée par le défi clé robotique centré sur l'humain et elle est réalisée en partenariat avec la conférence IHM 2025 qui aura lieu aussi à Toulouse du 3 au 7 novembre. Voilà. Et après, il y aura un dernier événement dont on vous parlera en fin de séance, mais c'est la journée annuelle du réseau de RSHS. Sur le programme de la séance, on va commencer par l'intervention de Dimitri Voilmy, puis les interventions d'Orthopus, et enfin on fera le débat thématique. Hop là, je suis allé un peu loin. Donc, dans le cadre de cette quatrième séance, on va explorer la thématique de la co-conception en robotique, qui est entendue comme une méthodologie participative visant à intégrer activement les usagers et les parties prenantes dans les différentes phases de conception et de développement des systèmes robotiques. On verra si les participants partagent la même définition, mais je ne vous refais pas tout le descriptif que vous pourrez trouver en ligne, mais l'idée globale, ce sera de questionner les enjeux sociaux et techniques de la co-conception. Et donc, on couvrira tout au long de la séance des questions telles que comment associer les usagers au processus de conception, comment gérer les tensions entre exigences d'innovation, contraintes d'ingénierie et attentes sociales, ou encore comment la conception peut changer les manières de faire la recherche et d'innover en robotique. Pour répondre à ces questions, la séance s'organisera en deux temps. Donc, elle débutera par les interventions d'acteurs académiques et industriels, représentants des SHS et de la robotique, qui partageront leurs réflexions sur cette thématique. Donc, Dimitri Voilmy, que j'ai déjà cité, qui est chercheur docteur en sociologie à l'Université de technologie de Troyes et enseignant. Il travaille depuis 2013 dans le domaine de la robotique thérapeutique et d'assistance et c'est un champ d'études au sein duquel il a été mobilisé sur 8 projets de recherche nationaux et internationaux au cours desquels ont été développées des approches de conception participative. Et ensuite, on aura l'intervention de Dorothée Petrov et Thibaut Davas. Donc Dorothée Petrov est responsable stratégique chez Orthopus et Thibaut Davas est responsable R&D en mécanique, si je ne me trompe pas. Et il représente donc la startup nantaise Orthopus, qui a été créée en 2018 par David Goyer, qui est co-créateur notamment du robot Nao, pour ceux à qui ça parlerait. Et cette entreprise-là, Orthopus, elle est spécialisée dans le développement de robots d'assistance dédiés à la mobilité du bras pour les personnes vivant avec un handicap moteur. Bon, leurs contributions permettront ainsi de définir des bases solides avant d'engager ensuite une conversation plus large. On vous présentera des questions, mais évidemment la discussion s'y restreindra pas et on vous invitera notamment à activer vos micros pour participer à la discussion. Je ne développe pas plus et je coupe mon partage et je laisse Dimitri Voilmy faire son partage. Hop, si j'arrive à ouvrir, hop. Euh, Arrêter le partage. On voit bien le partage. Par contre, ton micro est encore coupé. Voilà, je crois que le micro est activé. C'est OK. Très bien. Merci David pour cette introduction et ce rappel sur ce séminaire interdisciplinaire. Alors, par rapport à ma présentation,
Eh bien, en thématisant les activités réalisées par l'utilisateur dans des établissements gériatriques lors de l'introduction d'un robot mobile d'interaction, on observe une forme d'utilisation en action. Le robot semble-t-il acceptable pour la tâche qui lui est assignée? Ce serait le point de départ de l'investigation. Il s'agit d'étudier la technologie en action pour savoir si elle est utile, si on peut s'en servir facilement. Cette opportunité participe à l'implication croissante des usagers dans la réalisation des biens et services dont ils sont bénéficiaires. Il est indiqué dans les cahiers d'innovation sociale de 2014 que la participation des bénéficiaires à l'élaboration des actions est nécessaire pour s'assurer de l'adéquation entre les objectifs fixés et les besoins ciblés. Ainsi, la notion de patient participatif met en lumière le lien entre l'activité des patients dans le cadre de leurs soins et l'utilisation du prototype qui réfère le travail réel des participants. De plus, une réflexion sur la notion d'utilisateur permet d'aborder de nouvelles questions pour comprendre les tenants d'une démarche méthodique et collaborative dans la conception de prototypes de robots mobiles de service. Comment élabore-t-on un robot mobile au quotidien dans un laboratoire de recherche? Pour illustrer ce point, nous examinerons l'implication active des participants dans le processus de développement du robot autonome d'évaluation gériatrique. Alors, ce système robotisé a été conçu de manière collaborative pour réaliser des évaluations standardisées en gérontologie de manière automatisée. Ensuite, quelle est la contribution potentielle de ces robots dans l'environnement professionnel des soignants? Cette innovation associe l'ingénierie, l'informatique et les sciences sociales dans le but souhaité d'améliorer l'élaboration des soins coordonnés, favorisant un vieillissement en bonne santé des individus et de faciliter le fonctionnement des centres gériatriques. Alors oui, de nouvelles collaborations associant des acteurs publics, privés et citoyens permettent de créer de nouveaux dispositifs d'intermédiation. Cette méthodologie consiste à interroger les utilisateurs de technologies de santé et à les faire participer. L'existence de tels partenariats n'est pas nouvelle. Ce qui est nouveau, c'est leur expansion considérable dans le domaine de la conception. En raison de l'important phénomène de ces 15 dernières années de mise en place de laboratoires dits d'innovation. Leur méthode de recherche et de conception promeut la coparticipation des différents acteurs, les utilisateurs finaux, dont les personnes âgées auxquelles sont destinés les produits et services, sont impliqués dès la conception de ces produits, et souvent sur le long terme. Ils expérimentent et ils valident des systèmes technologiques dans des contextes de vie réelle. Déjà, auparavant, les revendications des personnes en situation de handicap, comme «ne faites rien pour nous sans nous», exprimaient une volonté d'implication active. Elles demandaient de reconnaître leur participation et de ne pas être uniquement considérées en tant qu'avis consultatif. Nous pouvons observer un consensus sur l'évolution de la relation médecin-patient, notamment avec actuellement un changement radical de cette relation qui correspond à des formes de son évolution dans le temps. Les patients qui veulent avoir les moyens d'agir sur leur maladie plutôt que de la subir contestent la domination de l'expertise médicale grâce à leur réseau de recherche et d'information. Ils remettent en question la dynamique traditionnelle du pouvoir entre les patients et les médecins. Avec la construction de cette nouvelle figure du patient, les politiques de santé publique sont ainsi questionnées au regard des modes de participation. La place du patient est modifiée par la reconnaissance du droit des usagers. Des phénomènes, des modes de revendication de pouvoir des malades sont apparus notamment par les revendications des associations de malades, comme celle du cancer. Les patients, dits éclairés et informés, participent à la prise de décision et à l'évaluation de leur régime thérapeutique.
Dans cette évolution, qui s'inscrit dans ce qui est appelé la démocratie sanitaire, apparaît le souhait des patients de participer activement à la gestion de leur maladie plutôt que de recevoir passivement des soins médicaux. Avant d'examiner ensemble les techniques et les outils permettant d'assurer une participation effective, interrogeons-nous d'abord sur la nature de la participation. Depuis la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, la participation des usagers à son fonctionnement est devenue une réalité. Une nouvelle place est recherchée pour valoriser au mieux l'expérience du patient. Les notions de participation issues du secteur médical se déclinent en patient expert, patient référent ou encore patient partenaire. Nous sommes passés de la revendication des droits des usagers à la reconnaissance de leur expertise. Son identité d'acteur est désormais pleinement reconnue et revendiquée. Le concept de démocratisation sanitaire est retenu pour désigner les droits des usagers et leur implication dans l'ensemble des domaines relatifs à la santé et à l'action sociale. Nous nous intéresserons plus spécifiquement ici sur la contribution de personnes avancées en âge à la réflexion et à la conception de technologies robotiques dans le domaine de la santé, c'est-à-dire leur appréciation en tant qu'acteurs de la co-conception. L'expérience vécue par le sujet constitue une forme de savoir empirique, c'est-à-dire tiré des enseignements du vécu. Il s'agit de mettre en exergue ce savoir dit ordinaire. Cela fait l'objet de cette étude. La plateforme de recherche et d'expérimentation avec laquelle je travaille est équipée de technologies permettant d'analyser la manière dont les personnes utilisent les machines et interagissent avec elles. Elle fournit toutes les ressources matérielles et logicielles nécessaires, y compris les infrastructures pour accueillir les professionnels et les utilisateurs. Cela pour permettre l'expérimentation dans des environnements écologiques simulés ou réels. Il a été identifié qu'il était nécessaire d'installer des protocoles ergonomiques dans un appartement laboratoire expérimental. Ce laboratoire d'ergonomie comprend un salon, une cuisine, une salle de bain et une chambre. La salle de contrôle, équipée d'une vitre sans teint, est utilisée pour mener des tests avec des ingénieurs, des expérimentateurs et des utilisateurs. L'utilisateur participe à des sessions de dialogue dans la salle de co-création. À d'autres moments, il évolue selon les stades d'avancement du prototype dans les salles du laboratoire d'usage, dédiées aux tests d'utilisabilité. Notre approche de Living Lab repose sur la collaboration avec les décideurs économiques, politiques et industriels, ainsi qu'avec les utilisateurs finaux. Nous travaillons avec toutes les parties prenantes pour développer des innovations technologiques dans le domaine de la prévention en santé et de l'ingénierie des systèmes d'assistance. Au cours des 12 dernières années, nos recherches et nos efforts ont été concentrés sur le domaine des robots d'assistance et thérapeutique. Nous disposons de 9 robots mobiles interactifs. Certains de ces robots ont leur propre environnement de programmation et de simulation. Nous bénéficions également d'un atelier de mécatronique pour l'assemblage et la maintenance des robots. Notre démarche en matière de robotique sociale se focalise sur les applications pragmatiques dans les contextes de soins. Notre participation à 8 projets de recherche en robotique mobile de service, dont 4 projets européens, illustre notre engagement dans ce domaine. J'y reviendrai plus loin. Dans le cadre de mes activités avec la plateforme, je mets en œuvre une approche de conception participative dans ce domaine des projets robotiques. Une conception centrée sur l'humain serait une interaction homme-machine axée sur l'exploration de nouvelles pratiques sociales, donnant la primauté aux acteurs humains, à leurs valeurs et à leurs activités.
Elle met l'accent sur les moyens de soutenir les capacités des personnes âgées grâce aux dernières avancées technologiques dans le domaine des technologies d'assistance. C'est un processus de conception qui vise à permettre à différentes parties prenantes ayant des perspectives et des compétences différentes de coopérer. En cela, le cycle de conception est un processus continu qui s'étend dans le temps et sur différents sites. Plutôt que d'être des objets fixes dont l'utilisation est prédéterminée, les prototypes pilotes, en tant qu'artefacts, constituent un support ou un point de départ qui s'élabore au fur et à mesure de son utilisation. Alors, outre la dimension pragmatique de parvenir à un design acceptable, la dimension sociopolitique est également importante. Que la voix vers UX des futurs utilisateurs, placés au centre des préoccupations de conception, soit entendue et prise en compte et qu'ils disposent d'un réel pouvoir de décision dans la conception et l'évaluation de ces technologies. La notion d'empowerment est donc à la fois un objet de réflexion, mais aussi un objectif à atteindre. Cependant, la participation en tant que telle ne constitue pas une panacée. Comme l'ont démontré les recherches des spécialistes de la démarche, les chercheurs Kessing et Bloomberg, ce processus soulève plusieurs questions qui devront être résolues au cas par cas dans la pratique. Dans l'article intitulé La relation entre la recherche-action et l'interaction machine, l'auteur présente une analyse pertinente pour expliquer le processus de conception participative en mode projet, tel qu'il s'organise au Living Lab. Les représentations visuelles de ce processus mettent en évidence la recherche-action, soit sous la forme d'un cycle circulaire, soit sous celle d'une spirale, les cercles progressant de manière systématique. L'objectif n'est donc pas d'arriver à la solution d'un problème donné, mais de créer une solution qui soit en quelque sorte meilleure que les solutions précédentes et qui aide les acteurs à apprendre grâce aux actions qu'ils entreprennent. Les boucles ouvertes seraient les nouvelles pistes de conception par la voie des dialogues utilisateurs et concepteurs. Rappelons que l'ethnographie a acquis une certaine notoriété dans les domaines de l'ingénierie et de la recherche et développement de systèmes, notamment dans les domaines de l'interaction homme-robot et du travail coopératif assisté par ordinateur. Elle est utilisée comme méthode de collecte de données sur le terrain, permettant à la fois de comprendre les systèmes utilisés dans divers contextes et de concevoir des systèmes distribués et partagés. Ici, le terrain de l'ethnographie est ancré dans la préparation de la participation des acteurs, avec la mise en place des partenariats, avec les écritures de protocoles cliniques, ou également l'exécution des études et leurs résultats. En règle générale, la démarche ethnographique vise à développer une compréhension analytique des perspectives et des pratiques des individus. Cette approche se distingue souvent, voire s'oppose à la perception qu'ont les personnes étudiées d'elles-mêmes et de leur environnement. Selon Flichy, dans son article de 2003, il est fondamental d'intégrer la conception et l'usage dans une même analyse pour penser la technique. Mais il ne faut pas postuler une fausse symétrie entre concepteur et usager. Pour moi, le sujet de recherche porte sur les décalages entre la représentation des usages par les concepteurs et par les usagers. Il s'agit en quelque sorte de mettre en lumière les relations entre les concepteurs et les utilisateurs afin de pallier leur invisibilité ordinaire. Dans le contexte de vieillissement de la population, l'évaluation et le suivi des patients âgés participent aux objectifs de prévention gériatrique, à savoir l'allongement de la durée de vie sans incapacité et la préservation de l'autonomie.
L'évaluation gériatrique standardisée est un instrument de diagnostic qui est multidimensionnel et pluridisciplinaire. Il permet de proposer des soins personnalisés aux personnes âgées sur la base de l'évaluation de leur état de santé. Cette évaluation repose sur une vaste collecte de données portant sur les incapacités médicales, psychosociales et fonctionnelles de la personne fragile. Les résultats de l'évaluation gériatrique complète et standardisée ont mis en évidence des bénéfices dans divers secteurs des programmes de santé et de soins, ainsi que dans le domaine de l'action sociale. Dans le cadre de mon exposé, j'ai utilisé des données empiriques, issues d'une recherche approfondie menée par notre collègue Karine Lannes, sociologue à l'Université de technologie de Troyes. Ces données, recueillies selon une méthode ethnographique, concernent les tests et expérimentations du robot à l'état de prototype. Alors, depuis les premières étapes de sa conception jusqu'à son développement le plus abouti. L'argumentaire de l'appel à projet européen précisait qu'il n'existait aucun système robotique sur le marché permettant d'aider les cliniciens à réaliser une évaluation globale du vieillissement. Faute de moyens suffisants, une part importante de la population âgée fragile n'est pas prise en charge ou l'est de manière insuffisante. L'hypothèse de recherche du projet européen est qu'une plateforme robotisée permettrait de détecter les fragilités des patients. Le système doit aider le personnel du service de gériatrie à réduire le temps consacré aux entretiens cliniques et aux tests gériatriques, afin de disposer de plus de temps pour discuter avec le patient et ses proches pour décider d'une planification des soins individualisés. Les pilotes sont conçus en 3 phases, sous la supervision d'un comité scientifique européen d'évaluation. Le graphique montre les itérations du prototype de robot. L'évaluation gériatrique étant standardisée, certains tests, notamment ceux concernant les handicaps fonctionnels, peuvent être automatisés et délégués à un assistant robotisé. Clark est un système complet qui permet de robotiser 2 tests faisant partie de cette évaluation. Le test de Bartel et le test Get Up and Go. Le premier, le test fonctionnel de Bartel, porte sur les activités instrumentales de la vie quotidienne. Tandis que le second, le test Get Up and Go, évalue la locomotion et la qualité de l'équilibre. Les conditions réelles de déploiement des robots dans les établissements gériatriques nécessitent une préparation. Un dialogue constant est entretenu entre les ingénieurs du projet de recherche et les professionnels de l'établissement. Des explications, des présentations, des préparations techniques comme l'accès au réseau sans fil sont nécessaires. Les installations de routeurs sont par exemple une constante dans les projets. Lorsque le réseau est en place, la question des passerelles pour les autorisations de transmission des données sécurisées se pose également. Ici, la capture d'écran présente des notes en fin de phase 2 des pilotes. Il s'agit des notes issues du journal de bord rédigé par l'un des ingénieurs développeurs informatiques de l'équipe UTT. Il menait des essais d'installation au centre hospitalier universitaire. Il s'agit d'un utilisateur précoce impliqué comme sujet. Il thématise le test des interfaces du robot en se référant aux difficultés que les patients pourraient rencontrer, sans pour autant faire le test avec un patient. On observe que plutôt que de maintenir des identités stables et distinctes entre le concepteur et l'utilisateur, ces catégories décrivent des personnes occupant des positions différentes à des moments différents. Dans le cadre de ce reportage télévisé, nous identifions 3 rôles clés: le testeur, le concepteur et le commentateur.
Chaque participant est invité à conceptualiser une action spécifique impliquant le robot. Nous avons pu constater que les représentations évoquées par les locuteurs de la vidéo se réfèrent à la situation médicale, à la position de testeur ou encore aux disparités face à l'utilisation du numérique. À titre d'illustration de la représentation de l'utilisatrice, la question des valeurs a été évoquée par le commentateur. Justement, comme le souligne Bannon, les préoccupations relatives à la position éthique et morale adoptée dans les projets de recherche et de conception de systèmes ont connu un accroissement significatif en raison de la diversité croissante des acteurs et des intérêts impliqués dans les communautés de l'informatique centrées sur l'humain. Aussi, selon Grint et Woolgard, la définition de la notion d'utilisateur implique un travail de délimitation. Le caractère, les capacités et les actions futures de l'utilisateur sont structurés et définis par rapport à la machine, comme l'illustrent à chaque fois les essais d'utilisabilité. Les capacités du robot ont été améliorées sur la base des conclusions des évaluations. Les tests de performance ont donné un résultat acceptable. Les tests évaluant les aspects interactionnels ont été positifs. Les résultats obtenus ont ensuite été utilisés pour déterminer le mode d'interaction préféré. Cette tâche a été effectuée par les utilisateurs eux-mêmes. Les tests ont notamment démontré l'intérêt majeur d'utiliser une télécommande pour faciliter l'interaction avec l'écran. L'interaction tactile n'a pas été approuvée lors des expérimentations, pas plus que la proximité trop rapprochée avec la machine. J'ai moi-même travaillé et publié sur l'utilisation de la télécommande avec un robot dans un établissement gériatrique. J'ai été surpris que les réviseurs roboticiens critiquaient l'usage de la télécommande dans un de mes articles, car pour eux, cela irait à l'encontre de l'autonomie du robot. Il s'agit probablement d'une forme de non-alignement entre les besoins et les attentes des utilisateurs en situation et les objectifs à long terme des concepteurs. Dans le cadre de la conception participative, les formats interactionnels sont conçus pour favoriser la co-création et l'émergence de nouvelles idées. Vous pouvez voir ici une participante présentant un dessin que j'ai inséré dans la diapositive. Cette photo a été prise lors d'une journée consacrée à la conception de l'aspect du robot. Cette contribution s'est avérée significative, mais elle a également fait émerger un lot de problèmes d'ingénierie. Les chercheurs ayant dirigé les études d'utilisabilité et d'accessibilité ont conclu qu'il s'avérait complexe d'intégrer une bouche au visage du robot en considération des émotions. Aussi, la partie supérieure du robot, qui représente la tête, a été entièrement repensée à l'aide de techniques d'impression 3D en tenant compte des idées et propositions des participants, à la fois des personnes âgées et des professionnels de santé. Cette participation des individus aux activités du Living Lab s'inscrit dans une dynamique régulière. En cela, il convient de préciser que les avantages de la co-conception sont principalement profitables aux partenaires de recherche en robotique. On en convient. Néanmoins, les participants prennent l'initiative de s'inscrire aux ateliers régulièrement. L'arène participative se caractérise par son authenticité et par une prise en compte effective des idées exprimées par les participants. Et cette démarche est valorisée. La plateforme de recherche en conception participative vise à mieux comprendre les situations au quotidien pour permettre l'autonomie et l'implication sociale. Ce Living Lab propose des activités variées, ouvertes au public.
Il vise l'information et la formation du grand public en suivant des règles éthiques. C'est aussi un format favorisant le consentement et la formation continue. Dans nos enquêtes, les participants ont exprimé des motivations communes. Ils sont d'abord curieux, puis viennent pour s'informer, apprendre et prendre en main les nouvelles technologies. Ils expriment aussi, et c'est intéressant, une volonté d'aider, de rendre service. Les professionnels recherchent avant tout la rencontre, l'échange, la valorisation des expériences et des points de vue. L'évaluation des opérations dans des situations réelles a permis l'amélioration de la conception du robot. L'effet de nouveauté a pu être évité grâce à la familiarisation au robot permise par sa présence régulière au centre de rééducation. De plus, l'enquête ethnographique a révélé l'acceptabilité sociale du robot. Lorsque l'utilisateur évoque ici la récurrence des questions pour son examen de santé, nous poser 10 fois la même question, il explique que de nombreux praticiens lui posent parfois des questions identiques. Dans le contexte de l'utilisation du robot, en effet, il souligne avec justesse la question de la gestion des données des patients de manière individualisée. La gestion des données fait également partie du système. L'application CGMED pour médecins permet aux cliniciens de configurer les tests à effectuer. Conjointement, CGMED et le robot remplissent toutes les fonctions liées à la collecte des données gériatriques, telles qu'elles sont normalement effectuées par les cliniciens, afin qu'elles puissent être interprétées par les praticiens pour créer une nouvelle planification de soins et élaborer le suivi du patient. Alors, le robot peut détecter et enregistrer les mouvements humains pour une évaluation autonome. Le système s'adapte à différentes situations et fournit des évaluations précises. Les mouvements détectés sont stockés dans une bibliothèque pour être utilisés ultérieurement. Ce projet, en l'occurrence pionnier, a permis de développer un robot thérapeutique innovant. Il s'agit d'un robot destiné à l'entraînement autonome à la marche avec des béquilles. La première application s'adresse aux patients atteints d'affection des membres inférieurs et plus particulièrement dans un large éventail d'indications thérapeutiques. Ce nouveau robot mobile autonome thérapeutique a été conçu par Tediro, une entreprise allemande issue d'une spin-off des universitaires partenaires de ce même projet européen. Et l'entreprise, pour conclure, vise ainsi le marché de la rééducation. Donc pour conclure, je dirais qu'ici nous avons eu une expérience d'un prototype pilote vers une innovation robotique, puisqu'on va vers la commercialisation effective, et on est sur la commercialisation effective de ce nouveau robot Tediro spécialisé sur la marche en rééducation. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour votre présentation. J'invite tous les spectateurs et spectatrices à poser leurs questions si ils et elles le souhaitent. Alors, vous pouvez lever la main et on vous donnera la parole. Si jamais vous préférez, vous pouvez aussi poser votre question dans le chat. Oui, et par ailleurs, j'ai aussi réautorisé la possibilité d'activer son micro soi-même pour fluidifier l'échange. Très bien. Donc n'hésitez pas à activer votre micro si vous voulez parler. En attendant, moi, je vais peut-être lancer la machine et je me suis posé une question. Voilà, vous nous avez présenté une approche participative avec plein
plein d'éléments hein, qui venaient nourrir cette approche-là avec le Living Lab, l'analyse en contexte réel. Et je me suis demandé si vous aviez identifié, donc c'est quand même une démarche et des méthodes qui sont voilà, qui sont assez communes hein, dans nos disciplines. Et je me demandais si vous aviez identifié des freins particuliers à la mise en place de cette démarche dans ce contexte-là. Or, ce contexte qui est composé de plein de choses, hein, du domaine d'application, de l'environnement, peut-être aussi des utilisateurs et de leur profil. Est-ce que vous avez identifié des choses particulières de ce point de vue-là? Eh bien oui, en effet, c'est une méthodologie qui est commune et ça me permet également de rebondir sur le fait que le format de recherche universitaire est une recherche-action basée sur également des projets, l'appel à projets. Je veux dire, ce qui est plus finalement le frein va être de constituer des équipes projets finalement sur le long terme dans une plateforme de recherche qui va essentiellement travailler en mode contrat. Et nous sommes menés à former de nouveaux spécialistes, des ingénieurs, des roboticiens, à se familiariser avec cette démarche participative. Et c'est un des freins, justement, en tant qu'universitaire, que je peux ici soulever, euh, qui est quelque chose qu'on doit constamment euh, prendre garde pour, euh, pour suivre des terrains et également être dans cette dynamique, puisque les participants sont aussi dans la demande de voir des résultats. Et quand on est sur une démarche de recherche-action uniquement financée sur projet, eh bien, on va parfois manquer de temps pour, pour cette réflexion, ce retour en arrière et livrer des résultats qui ont été faits précédemment. Mhm. Voilà pour ma D'accord. première partie de réponse. Merci. Et je me demandais aussi, alors c'est une question tout à fait intéressée parce que je suis dans un projet en ce moment aussi de co-conception où on essaie d'impliquer des personnes âgées euh, et parfois on est confronté à une difficulté, c'est de faire participer des personnes donc à des ateliers de co-conception, de maquettage, d'analyse des besoins, etc. Mais des personnes qui seraient potentiellement qui présenteraient des handicaps cognitifs et qui donc pourraient avoir des difficultés parfois déjà à avoir du recul hein, sur leurs propres besoins, mais aussi des difficultés à les verbaliser. Je ne sais pas si dans vos participants, jusqu'à quel âge vous alliez, si vous aviez ce type de profil, et, et voilà, comment vous gériez ce genre de situation. Oui, oui, c'est une très bonne question qu'on a pris en charge dès le démarrage de la plateforme, hein, il y a plus de 10 ans maintenant, puisque j'ai mis en place des partenariats avec les établissements locaux de la ville de Troyes pour justement établir eh bien, ces allers-retours constants pour qu'on comprenne les situations de travail. Et j'ai moi-même été faire des ethnographies dans les EHPAD à différentes parties de la journée, même de nuit, sur les shifts justement des équipes, pour comprendre dans différents établissements et aussi à l'intérieur d'un même établissement, vous avez des zones un peu différentes suivant le profil patient des résidents de l'établissement médicalisé. Eh bien, pour faire participer tous ces publics, eh bien, on a mis en place un certain nombre de méthodes. Et là, je vous renverrai à la thèse de doctorat sur la conception participative de robots mobiles d'interaction de Marion Olivier, qui est en ligne, qui fait état d'un certain nombre de méthodologies qu'on a mis en place. Et plus pratiquement, de manière pragmatique, je faisais également des séances de confrontation de données avec des formateurs infirmiers. Donc non seulement on tisse ce lien avec les situations réelles dans les établissements, mais aussi
on, on fait en sorte qu'on aille dans la bonne direction, notamment pour comprendre pourquoi des applications ne seraient pas euh, possibles. Et j'ai pas eu le temps de vous montrer un extrait où un utilisateur, justement, euh, thématise la question de personnes atteintes de maladie d'Alzheimer qui ne seraient pas en capacité d'utiliser certains outils robotiques. Eh bien, on, on intègre ces informations dans la conception pour avoir une démarche le plus inclusive possible et surtout avoir des robots qui soient des outils de participation dans les établissements. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que là, je me suis concentré sur un type de robot et je ne vous ai pas montré j'ai pas fait de description sur nos recherches sur les robots en EHPAD. C'est peut-être pour une prochaine fois, je- ou dans un autre cadre de discussion. Eh bien, on va également faire venir les personnes au Living Lab, mais elles vont être accompagnées des aides-soignants. C'est-à-dire qu'on va avoir des formats participatifs qui vont s'inscrire également dans la journée, la temporalité de l'EHPAD voisin ou de l'accueil de jour voisin pour que les personnes puissent venir et qu'on ait des formats participatifs qui soient le plus ouverts possible et inclusifs. Donc on a également des données qui ont ce format. Mais pour cela, il faut ce que j'ai présenté également sur le fait qu'il faut préparer, c'est-à-dire qu'il faut avoir une, euh, une relation sur la durée avec les établissements, être au fait de certains principes éthiques, de pouvoir consulter également les collèges éthiques des établissements pour mettre en place ces formats participatifs et faire venir les personnes sur des formats plus courts, mais également d'avoir des accès pour des personnes qui ont une locomotion plus compliquée ou alors qui sont avec un appareillage. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on avait une question dans le chat. Vas-y, David, je Ouais. te sens lancé. Je lis sa question et après, s'il n'y a pas d'autres questions, on passera à la présentation d'Orthopus. Je lis sa question, c'est Louis de Vienne. Merci beaucoup pour la présentation. Je comprends que la participation apparaît essentiellement comme une question technique, fonctionnalité du robot, modalité d'usage, etc. Peut-on imaginer que le choix même du déploiement du robot soit participatif, qu'il fasse l'objet des échanges? D'échange. Ouais, je vois pas, j'ai un truc par-dessus. Ou alors les logiques d'intégration de ces dispositifs via des projets de recherche, de start-up, etc., font que l'innovation précède le cas d'usage et que l'objectif est de rendre la technologie acceptable et utile avant de demander si elle est souhaitable. Eh bien, pour justement euh, être le plus pertinent possible sur cette direction, eh bien, c'est d'aller éprouver ces systèmes dans des environnements de vie réelle. Pour cela, je pense qu'il y a finalement peu d'études qui mènent réellement en France cet objectif, c'est-à-dire d'aller euh, pendant plusieurs mois euh, mettre à disposition la plateforme robotique, puisque ce sont des plateformes avec des systèmes intégrés, interconnectés, dans l'environnement réel. Et là, il faut confronter justement les points de vue, confronter cette réalité, cette matérialité. Et encore une fois, je renverrai à la thèse de Marion Olivier, qui a montré justement deux terrains d'expérimentation en situation réelle, à la fois à l'EHPAD et en accueil de jour familial, et a montré que la disponibilité du personnel de soins à se former à ces nouveaux outils et à avoir accès à ces outils et pendant leur journée de travail euh, pour être avec les patients est également une donnée très importante qu'il faut éprouver sur le terrain. Donc j'invite euh,
J'invite à aller dans cette démarche. Et aussi pour conclure sur cette question, la conception participative est quelque chose de lourd à mettre en place, qui demande du temps, des moyens humains, de la disponibilité et surtout une préparation. Et ce qu'on montre voilà, lors d'une présentation en une vingtaine de minutes ne rentre parfois pas dans ces interstices où on crée du lien avec les établissements. Voilà. Merci beaucoup. Si pas d'autres questions, je passe la parole directement à Thibaut Davas et à Petrov. Oui, Éventuellement, vous pouvez garder vos questions pour plus tard si jamais. très bien. C'est bon? Oui, c'est tout bon. Ok, super. Eh ben, bonjour à tous. Nous sommes ravis de partager aussi notre expérience de co-conception et de co-design. On reviendra sur les définitions parce que c'est une grande question au sein de l'équipe. On a préparé cette présentation à plusieurs pour un peu retracer aussi ce qu'on a fait. Moi, je suis Dorothée Petrov. Je m'occupe au sein d'Orthopus depuis maintenant 6 ans et demi de la stratégie et du développement économie sociale et solidaire. Et j'agis en gros sur les aspects développement commercial avec donc une perspective vraiment tournée sur la santé solidaire et l'impact social de notre activité. Et je suis avec mon collègue Thibaut. Thibaut, donc moi je remplace Baptiste qui devait initialement présenter. Je suis le premier employé d'Orthopus. On va présenter plus tard la start-up. Aujourd'hui, j'occupe la place de CTO et je vais rentrer aujourd'hui plutôt dans les détails un peu opérationnels de ce qui a pu être mis en place pour traiter ces différents sujets. Alors, alors, ah oui, super. On va commencer par une petite présentation d'Orthopus pour un peu poser le sujet et que tout le monde ait les mêmes éléments de base. Donc, Orthopus, c'est une start-up de l'économie sociale et solidaire. On a un agrément ESUS qui fait qu'on est rattaché à cette économie-là, développement France. La start-up a été fondée à Nantes en 2018 par David Goyer, donc qui est docteur en robotique, qui a co-créé le robot humanoïde Nao et avec qui Thibaut avait déjà précédemment travaillé. Il y avait déjà une collaboration autour de la robotique humanoïde. Aujourd'hui, Orthopus, son activité, c'est de concevoir, de fabriquer et de commercialiser des dispositifs médicaux, donc des DM, pour assister ou suppléer le mouvement des bras, donc pour les personnes qui sont en situation de handicap moteur, équipées d'un fauteuil roulant électrique. Aujourd'hui, notre team elle est composée de 20 personnes. On est répartis en différents pôles. On a un pôle R&D, donc recherche et développement, un pôle qualité et affaires réglementaires pour les enjeux réglementaires liés aux dispositifs médicaux, puisqu'on est dans la santé, l'industrialisation, la production et bien sûr l'équipe sales et marketing qui comprend aussi de la communication. La particularité de notre business model, et qui n'est pas des moindres puisque c'est un enjeu pour le sujet que nous abordons aujourd'hui, c'est que donc on fait de la vente en B2B, donc business to business, et on travaille avec des distributeurs spécialisés de matériel médical. Aujourd'hui, on commercialise dans à peu près une dizaine de pays, donc France, des pays d'Europe et au Japon. Et donc, on n'a pas de lien commercial direct avec les utilisateurs. Donc, ce qui nous amène aussi à nous poser cette question de comment travailler avec les utilisateurs. L'activité d'Orthopus, c'est de pouvoir développer une gamme de robots d'assistance. On a 3 produits en vente et 2 en développement. Voilà, ça, le premier, c'est l'Orthopus Supporter qu'on a commercialisé depuis 2023. C'est un exosquelette qui permet de faire le mouvement au bas et donc qui nous a permis d'avoir une expérience complète de développement, c'est-à-dire de la conception jusqu'à la commercialisation dans lequel et au cours de cette expérience, on a expérimenté plusieurs tests users. Aujourd'hui, on a des centaines de robots qui sont répartis dans plusieurs pays. On a un taux de SAV inférieur à 2%. Donc, on estime que c'est pour le moment un produit qui fonctionne bien, ce qui a aussi un impact sur notre expérience de co-conception.
J'ajouterais juste que précédemment à cette expérience, l'ensemble des personnes qui ont contribué au projet n'avaient pas forcément d'expérience dans ce domaine-là. Donc c'est vrai qu'on a construit au fur et à mesure de nos expériences les relations avec les différents utilisateurs dans un domaine qui était un peu nouveau pour nous. Donc après, suite à la mise sur le marché du supporter, on a décidé d'élargir la gamme avec le partenaire qui lui permet de compenser plus seulement sur l'axe haut-bas, mais aussi pour avancer, reculer et faire le mouvement de rotation dans le plan. Donc il vient en fait assister des personnes dont le degré de mobilité est inférieur à celui de celles qui peuvent utiliser le supporter. Et là, pour le moment, on est en cours d'industrialisation, mais aussi il y a un essai clinique qui est en phase d'inclusion en vue d'aller demander un remboursement à la sécurité sociale. Et bien sûr aussi nous apporter des données sur l'utilisation de ce dispositif. Et on a un troisième produit qui est également au stade de développement, qui est l'Orthopus Explorer et qui, lui, est donc un bras robotique complet qui assure les fonctions de préhension, donc de grasping. Et dans le cadre du développement de ce produit, on participe à un projet qui s'appelle Extender, qui est en fait un appel à projet BPI France et ANR, donc dans le cadre d'un consortium pluridisciplinaire rassemblant des laboratoires de recherche en robotique, des laboratoires de recherche en sciences humaines et sociales et des cliniciens des centres de santé, dans le but de tester et de transférer des technologies pour commander ce bras robot. Donc, on travaille aussi dans le cadre on va dire, dans ce projet, on travaille en co-construction aussi avec d'autres acteurs. Donc quelques petites spécificités pardon, sur nos produits. Donc comme a pu le dire Dorothée, on conçoit des dispositifs médicaux de classe 1. Donc il faut qu'ils soient certifiés CE selon la réglementation européenne en vigueur, ce qui implique en fait d'avoir un système de management de la qualité, donc qui cadre tout le fonctionnement de l'entreprise, qui est assez conséquent, assez lourd à mettre en place, mais qui assure une qualité au produit fini, à sa traçabilité et à son suivi post-mise sur le marché. Et puis aussi de nombreux tests avec des laboratoires d'essais indépendants pour justement évaluer ce degré de qualité. D'autres particularités qui est que la diversité des utilisateurs et des utilisatrices finaux est relativement importante de par, d'une part, les pathologies et les degrés de mobilité, mais aussi d'autre part le matériel dont ils sont équipés. Il y a une grande diversité de modèles, ce qui pose pas mal de problèmes d'intégration correcte sur ces différents fauteuils ou tables ou trépieds qui sont utilisés. Il y a un autre aspect qui a pu être adressé aussi dans la présentation précédente, qui est sur la commande de ces robots. Aujourd'hui, on utilise des télécommandes ou des joysticks en fonction des solutions qui sont proposées. Et pareil, en fonction des degrés de mobilité, c'est toujours, ça peut être assez épineux de trouver la bonne solution d'actionnement pour pouvoir commander correctement le robot. Et puis enfin, on propose des dispositifs qui sont personnalisables, donc c'est-à-dire qu'il y a un choix de couleurs qui peut être fait, ce qui peut paraître anodin dit comme ça, mais qui en fait apporte une réelle implication pour les utilisateurs finaux, qui permet une meilleure appropriation du dispositif. Et donc oui, on s'adresse à des personnes avec des maladies neuromusculaires ou qui ont eu des lésions du système nerveux qui impactent notamment la mobilité des bras, c'est ce qui nous intéresse pour le moment. Et puis aussi des personnes qui ont des douleurs chroniques au niveau des membres supérieurs, pour pouvoir les soulager un peu. Alors, on travaille aujourd'hui avec différents types d'acteurs que vous voulez vous présenter parce que ça a un impact aussi sur la façon dont on collabore et dont on co-construit le projet.
Les premiers partenaires qu'on peut citer, ce sont les partenaires santé. Donc, les professionnels de santé spécialistes avec lesquels on travaille, ce sont des MPR, donc médecine physique réadaptation, et les ergothérapeutes. Donc, ce sont vraiment les professionnels de santé qui sont en lien avec les personnes qui sont concernées par des difficultés de mobilité au niveau des bras. Sur le plan social, on est aussi en contact avec des utilisateurs et donc leur entourage, les aidants, des associations et des réseaux internationaux donc, qui rassemblent aussi des utilisateurs. Côté Handitech, on travaille avec des entreprises qui sont aussi dans le secteur du handicap. Donc, par exemple, on a cité Permobile, qui est un fabricant de fauteuils, puisque, comme l'a dit Thibaut, on s'intègre sur les fauteuils, donc on a forcément des liens avec les fabricants de fauteuils. Côté business, donc nos clients, ce sont les distributeurs et les installateurs de matériel médical spécialisé, donc en France et en Europe et dans le monde. Et du côté de la tech, eh bien, on a un certain nombre de fournisseurs en premier, et puis on travaille aussi avec des entreprises françaises de robotique, donc comme Enchanted Tools ou Pollen, qui est à Bordeaux, et aussi, bien sûr, des instituts de recherche académiques, donc en robotique, mais aussi en sciences humaines et sociales. Là, on va vous présenter un peu comment on a construit, enfin, comment le terme co-conception est arrivé progressivement, parce qu'il n'est pas tombé du ciel, il est arrivé au fur et à mesure du développement de l'entreprise et puis des difficultés qu'on a rencontrées. Le point de départ, qui est important peut-être parce qu'il pose un peu le sujet, c'est que dans l'ADN d'Orthopus, au tout début, en fait, très clairement, on est assez inspiré des cultures open source et Fab Lab, donc des communautés ouvertes. Et la plupart, en fait, des employés aujourd'hui chez Orthopus ont croisé un Fab Lab ou ont œuvré pour l'open source hardware. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est déjà assez ancré dans notre état d'esprit. Et David, en créant Orthopus, il a vraiment voulu transférer une expertise en robotique de pointe au service d'un projet à fort impact social. Donc, la dimension humaine était déjà assez présente dès le début. Ensuite, très rapidement, on a obtenu notre agrément ESUS pour avoir justement cette dimension d'impact social. On s'est doté d'une mission sociale et notre but a été vraiment de travailler sur cette question de l'accessibilité aux technologies innovantes, ce qu'on a résumé dans notre tagline Handitech Solution for Everyone et dans notre mission sociale qu'on a mis en haut, là, engagé pour une santé solidaire ouverte, Orthopus favorise l'accès aux technologies innovantes pour assister le geste de l'humain. L'idée, c'est vraiment d'essayer de travailler comment dire, notre développement d'activité au-delà du produit et d'essayer de penser notre impact social. Parce qu'en fait, donc l'accès aux technologies, c'est un défi systémique qui a été analysé par certains rapports de l'OMS. Il ne concerne pas que les produits, mais il concerne différents autres enjeux comme les politiques de santé, les personnels de santé impliqués, bien sûr les utilisateurs, bien sûr la façon dont on conçoit et on commercialise les produits, et donc la façon aussi dont ils sont distribués. Et donc, en analysant tout ça, on a fait l'hypothèse que la co-conception, en impliquant différentes personnes concernées, en premier lieu les utilisateurs, mais aussi les autres parties prenantes, on pouvait développer une clé pour répondre à ces enjeux d'accessibilité, au moins en partie sur les produits d'assistance à la mobilité du bras. Alors c'est d'autant plus important que on a bien pris conscience qu'en tant que concepteur, aujourd'hui on ne vivait pas le handicap moteur, donc on avait vraiment besoin d'être au plus près des utilisateurs pour comprendre leurs besoins et y répondre. Et ensuite, quand on a commencé à développer le premier produit et à mettre en place un certain nombre, on va dire, d'actions comme des interviews, des benchmarks, des alpha-tests, des bêta-tests, des tests d'usage, donc on a voulu mettre tout ça en place, mais on s'est aperçu que tout ça s'était un peu dispersé. Et avec du recul, on s'est aperçu qu'on aurait pu peut-être éviter quelques écueils et bénéficier davantage de ces actions si on avait eu une démarche un peu plus structurée. C'est pourquoi la co-conception est arrivée, on va dire, il y a à peu près un an,
dirais, une petite année. Et c'est un peu le mot dans lequel, le mot valise, je dirais, le mot magique, qui nous permet de rassembler, de donner du sens à toutes ces pratiques qu'on avait déjà mis en place dans nos processus de développement des produits, et dans le but donc de développer un peu notre méthodologie, et avec pour objectif que cette co-conception, cette méthodologie soit quasiment systématique dans nos projets. Donc, on va rentrer un peu en détail dans ce qu'on a pu mettre en place pour illustrer un peu tout ce que vient de dire Dorothée. Donc aujourd'hui, là, ce que je vais vous présenter, c'est les différentes phases des projets qu'on met en place, notamment ce qui a pu être fait sur le partenaire, puisque ça, c'est une méthodologie qui découle de ce qui a pu se passer avec le supporter. Donc on va commencer par ouvrir un projet et réaliser des entretiens avec des utilisateurs qui sont équipés de dispositifs similaires ou qui ont des degrés de mobilité, des pathologies qui pourraient correspondre au projet qu'on veut développer a priori. Donc avec eux, on va discuter pendant un certain temps de comment ils utilisent leur dispositif actuel, qu'est-ce que les limitations qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils attendraient de plus. À côté de ça, on va aussi regarder tout ce qui se fait pour solutionner ces pathologies, pour aider à récupérer de la mobilité. Donc ensuite, le projet va s'ouvrir si on voit quelque part qu'il y a un besoin qui peut en ressortir des entretiens. Ensuite, on va passer sur une autre phase de prototypage. Donc, dans cette phase de prototypage, notamment, on va établir un cahier des charges qui va se baser sur les différentes discussions qu'on a pu avoir lors des entretiens ou de ce qu'on a pu entendre en parlant avec les personnes du milieu concerné, que ce soit du personnel de santé ou des distributeurs qui sont en contact direct avec les utilisateurs. Et donc pendant cette phase de prototypage, aux différents prototypes qui vont être proposés, on va faire ce qu'on appelle des alpha tests. Je reviendrai un peu plus tard sur la définition, mais ce qui va nous permettre de tester certaines fonctionnalités des prototypes avec des utilisateurs. Donc on a on va avoir 3, 4 utilisateurs avec qui on a des relations très proches, chez lesquels on va pouvoir se déplacer assez régulièrement pour tester certaines fonctionnalités des produits. Donc, une fois la phase de prototypage terminée, on va passer sur une phase de développement vers une solution qui fera la transition avant la solution industrielle. Donc, et où on va chercher une validation des fonctionnalités du prototype. Donc cette fois-ci, pour évaluer cette fonctionnalité, on va réaliser des bêta-tests. Donc là, pour le coup, ce sera des tests encore une fois que je développerai plus tard, mais qui sont plus longs et en milieu écologique et qui seront aussi en parallèle de tests d'usage, donc avec un nombre d'utilisateurs en centre plus important en centre d'accueil. Et enfin, donc on va arriver sur une phase de stabilisation du produit et donc là on va régler, on va dire, les derniers détails pour sa fabrication. Et en parallèle, on va pouvoir tester donc avec les différents distributeurs ou revendeurs de matériel médical spécialisé en quoi notre produit s'aligne avec les besoins de leurs clients, eux, qui sont nos utilisateurs finaux à nous. Je reviendrai encore une fois sur les détails plus tard de ce test-là. Puis enfin, donc, après avoir évalué tout ça, on met en production le premier lot de produits. Et encore avec une relation, cette fois-ci, côté fabricant, avec nos fournisseurs particulières pour que eux aussi soient intégrés au mieux dans la conception du produit. Puis enfin, on clôture le projet, donc on stabilise et on bloque la version du dispositif. Et puis derrière, on va passer sur ce qu'on appelle des feature requests. Donc, c'est-à-dire que on s'interdit pas d'écouter les commentaires qui sont faits sur le produit, bien au contraire, et on va consigner tous ces retours, les trier, les prioriser et faire des adaptations au produit
en fonction du cadre réglementaire et des possibilités qu'on a de le faire. Donc ça, c'est ce qui pourrait se passer dans un monde idéal, ce qui est rarement le cas. Donc en fait, ce processus qui semble assez linéaire, il va être, encore une fois, comme ce qui a pu être évoqué précédemment, il va contenir de nombreuses boucles, c'est-à-dire que au niveau des prototypes, il va pouvoir y en avoir deux, trois différents. Pareil en version EVT, on va avoir des produits un peu plus finis, mais il peut y en avoir plusieurs versions aussi. Et en fait, pourquoi il y a plusieurs versions? Parce qu'en fonction des retours qu'on a, des différents retours qu'on a, on fait évoluer les versions du produit en fonction de ceci. Euh, voilà, donc je vais rentrer un peu dans le détail pour rentrer dans le concret et qu'on comprenne bien sur quoi se concentre, nous, notre définition de la co-conception. Sur les entretiens, comme je vous le disais, il y a un gros travail de ciblage des personnes avec qui on va s'entretenir pour qu'elles soient au plus proche du cas d'usage auquel on veut s'adresser. Donc cet entretien, il est dit dirigé parce que il y a bien sûr il y a une phase où on a des questions auxquelles on aimerait bien obtenir une réponse, mais bien sûr il y a une phase aussi de discussion libre qui apporte aussi, qui est riche en informations et qui nous permet d'entrevoir des sujets qui n'étaient pas forcément envisagés de base. Ensuite, donc nous, ce qu'on va appeler les alpha tests, je reviendrai sur le cahier des charges juste après. Donc c'est des tests courts d'une heure ou de 2 heures dans l'objectif de pas trop fatiguer les personnes qui sont là, de garder une certaine capacité à nous à écouter, puis eux à nous expliquer aussi. Et ça nous permet encore une fois d'évaluer des points particuliers des prototypes. Et par contre, ça se fait assez régulièrement avec des utilisateurs finaux qui ont été identifiés par leur envie de participer justement à cette conception du dispositif. Et le cahier des charges, c'est toujours un peu difficile de rédiger des spécifications fonctionnelles, donc qui sont nécessaires pour le développement, on va dire en termes d'ingénierie du dispositif, mais qu'il faut qu'elles découlent d'une expression des utilisateurs finaux ou du personnel soignant, qui peut être assez éloigné justement de fonctionnalités claires. Ensuite, on a des bêta-tests, donc qui arrivent un peu plus tard dans le développement du projet, qui est là pour le coup un test un peu plus long. Donc, ça veut dire qu'on va faire l'installation après différents entretiens et essais avec les utilisateurs. On va faire l'installation pour que le dispositif reste à leur utilisation en autonomie pendant 1 ou 2 semaines. Et là, cette fois-ci, on va évaluer, l'utilisateur va évaluer les fonctionnalités du dispositif en conditions écologiques, c'est-à-dire dans son quotidien, sans qu'il ait à modifier sa vie quotidienne. Et là, cette fois-ci, on le fait avec 4 ou 5 utilisateurs. Ensuite, il y a des tests d'usage. Là, c'est des tests courts, mais cette fois-ci, c'est conduit par une structure tierce pour évaluer la réponse que le dispositif apporte aux besoins des utilisateurs, que ce soit sur sa prise en main, son confort, la sécurité, la praticité ou l'esthétique. Et en fait, on fait aussi des tests d'usage pour éviter tous les biais que nous pouvons apporter lorsqu'on installe le dispositif chez quelqu'un et on converse avec lui. Il y a toujours notre présence qui fait que ça peut orienter les réponses. Donc, on essaie de s'abstraire de ça en faisant un test d'usage avec une dizaine d'utilisateurs en général par centre. Enfin, le release test, donc c'est un test qui arrive plutôt en phase finale de développement du produit, mais qui est fait avec les distributeurs qui vont conserver un kit démo, donc l'ensemble du matériel, pendant 1 ou 2 mois. Ils vont former les revendeurs qui effectueront les installations pour qu'ensuite ils puissent aller essayer le dispositif avec aux utilisateurs. Donc là, encore une fois, on va avoir des retours d'utilisation en autonomie par les personnes qui distribuent le produit, ce qui peut relever de temps en temps des remarques sur la formation en elle-même de ce personnel-là ou de nous de présenter les choses. Et puis enfin, une fois le projet clôturé,
Donc, on s'interdit pas d'apporter des adaptations au produit. Et suite à ce qu'on peut entendre de ce qui remonte en interne du service commercial, ou de ce qu'ils ont pu entendre des distributeurs, des retours qu'on peut avoir des users, que ça soit en direct ou via les distributeurs, et aussi en interne, c'est-à-dire la production ou l'industrialisation pour faciliter la fabrication du produit. Et puis, il y a deux phases qui sortent un peu du cadre de cette organisation de projet, qui sont l'essai clinique. Donc, l'essai clinique qui va lui, en totalité, durer 2 ans, mais qui va inclure des phases de tests longs des utilisateurs, donc sur 2 semaines. Cette fois-ci, c'est conduit par des équipes cliniciennes qui sont complètement indépendantes d'Orthopus. Et il y a un protocole précis qui est établi dans le but d'évaluer de manière objective les bénéfices cliniques que le produit pourrait apporter. Donc toujours en conditions écologiques, c'est-à-dire dans la vie quotidienne des utilisateurs. Puis enfin, sur les différents événements, que ce soit des salons ou des présentations dans des associations, etc. Donc on essaie, c'est des tests très courts pour le coup, mais qui peuvent être aussi très instructifs. Donc on essaie de recueillir une impression globale sur le produit de la part des distributeurs, des pros de santé, des users, des collectifs d'utilisateurs, etc. On va essayer de vous partager notre bilan de notre expérience parce que donc là, tout était sur une timeline, c'était propre, mais en fait, on a rencontré un certain nombre de difficultés. On va commencer par ce qu'on a fait de bien, enfin, ce qu'on reconnaît avoir fait de bien. Donc, c'est un auto-jugement. Puis, on détaillera peut-être plus ce qu'on a cru moins faire bien, faire moins bien. Donc, ce qui a été assez riche, donc ça a été l'apprentissage de ce processus de conception qui est donc itératif. Je vous ai parlé de boucles tout à l'heure, avec des tests justement très réguliers. Donc ça a permis aux concepteurs qui étaient loin du cas d'usage de par l'absence de pathologie, d'entrer dans la vie quotidienne et de se confronter à la réalité des choses, mais aussi de prendre en compte les différents retours des utilisateurs en direct. Euh, Ensuite, il y a eu un gros travail aussi donc je vous ai parlé d'alpha test, de bêta test, de test d'usage, un gros travail sur les protocoles de test, pardon, pour essayer de collecter des données et de les normaliser entre les différents essais pour pouvoir essayer d'en sortir une analyse objective de ces données. Donc, par exemple, c'est illustré par le petit tableau qui est à droite, qui est assez facile d'accès, qui nous permet ensuite de comparer entre les différents tests. Et puis, il y a eu aussi au cours de tout ce processus d'apprentissage de la mise en place de bonnes pratiques, que ça soit la rédaction de conventions, l'information des utilisateurs pour en fait arriver à un consentement éclairé, aussi la formation à l'usage du dispositif. Et puis derrière, il y a eu un gros travail aussi fait sur la gestion des données qui est très encadré. Donc pour respecter ce cadre-là, donc que ce soit le cadre de la RGPD ou l'anonymisation des données. Et enfin, c'était quelque chose auquel on s'était pas forcément attendu, mais donc dans les bonnes pratiques aussi de la rédaction en fait de différents conseils pour mettre en place une bonne relation, une bonne qualité d'échange avec les testeurs et les testeuses, et donc de prendre en compte des problématiques qui sont propres à eux et qui sont pas forcément accessibles d'un prime abord pour nous concepteurs. Et enfin, il y a eu une grosse phase d'organisation logistique. Ça apporte pas mal de contraintes. Il y a dans toute la France, voire plus loin, donc on s'est limité à la France, mais pas mal de déplacements, plus les difficultés à installer le dispositif sur les fauteuils.
Mais bon, tout ça, on a réussi à gérer pour avoir des tests de qualité. Je laisse la main Voilà. sur Ouais, ce qu'on a sur fait un peu moins bien. voilà, on va dire sur les difficultés rencontrées, on va dire sur le plan opérationnel. Donc la première, ça a été autour de l'inclusion des testeurs et des testeuses. On s'est aperçu que le bassin était assez limité, qu'on avait un produit de niche, qu'en plus les personnes ont clairement des besoins spécifiques, parfois des situations aussi spécifiques, ce qui fait il était difficile de créer un échantillon représentatif. Et quelque part, ça nous a vraiment obligés à cibler des profils réellement concernés et à rendre chaque test important pour que les données puissent être traitées et on ne fasse pas aussi perdre du temps aux testeurs et aux testeuses qui donnent de leur temps. Sur le plan technique, comme le disait Thibaut, on a rencontré vraiment une difficulté sur l'installation sur les fauteuils. Donc ça, c'est vrai que c'est du temps et des ressources en plus pour pouvoir s'adapter, ne serait-ce que pour installer le dispositif avant l'usage. On a aussi on a rencontré des difficultés aussi de collaboration lors des tests d'usage, donc avec les structures tierces. Les difficultés, si on peut les résumer, c'est que je pense on s'est aperçu qu'aussi du fait de notre inexpérience en début de développement, donc pour le supporter, le premier produit, c'est qu'on n'avait peut-être pas forcément nous-mêmes bien défini, bien cadré ce qu'on voulait. Donc, cahier des charges qui n'était pas forcément clair. On s'est aperçu aussi que travailler avec des organisations tierces, ça rajoute des contraintes planning. Déjà, on en avait déjà avec les alphas et les bêtas. Et là, on voyait bien que côté planning, on n'était pas sur la même temporalité. Et la dernière, qui n'est pas des moindres non plus, et que je pense qui revient hein, pour les enjeux de co-conception, c'est la question autour des data, des données. Donc, comment on les formalise, comment on les structure, comment on les synthétise, parce qu'on recueille pas mal de choses, mais après, c'est voilà, comment on les exploite, quoi, entre guillemets, ces données. Côté feedback, quand bien même on a intégré, comme le disait Thibaut, des feedbacks pour pouvoir continuer à développer les produits. Néanmoins, dans l'ensemble des feedbacks, on s'est aperçu que nos sources elles étaient multiples. Il y a des utilisateurs, il y a des pros de santé, il y a des associations, il y a des distributeurs. Donc ça fait beaucoup de sources différentes. Parfois elles sont antagonistes, c'est-à-dire que une personne peut remarquer une particularité et une autre personne dire absolument le contraire. Donc ça nous a obligés à nous poser la question des arbitrages entre des besoins utilisateurs et aussi des contraintes qu'on avait techniques, financières Réglementaire. et réglementaires, oui, effectivement. Et pour aller même plus loin, en fait, on s'est posé des questions sur vraiment l'origine des produits, enfin des projets, et on s'est aperçu qu'en fait, on faisait peu de co-conception dans le cahier des charges. Donc, quand bien même on établit ce cahier des charges sur la base d'interviews avec des utilisateurs ou d'autres parties prenantes, ce cahier des charges n'est pas forcément discuté ensuite ou validé avec les personnes concernées. Donc à cette étape-là, voilà, on sait qu'on peut déjà s'améliorer. Et même pour aller plus loin, on s'est posé la question de l'identification du besoin à l'origine du produit. Parce que nous, on est parti de l'existant pour l'améliorer. On n'a pas imaginé un produit un produit qui n'existe pas pour répondre à un besoin identifié. On est parti de produits qu'on connaissait et pour essayer et qui répondaient déjà à des besoins pour essayer de les améliorer. Une slide un peu plus question ouverte. On n'a pas forcément de réponse, mais on s'est aperçu que la co-conception, c'était un peu une boîte de Pandore qui nous amenait à nous poser encore d'autres questions. Et donc, on se permet de vous les partager. La première, c'est la question autour de l'arbitrage et de la prise de décision. Donc, comme je disais précédemment, avec la multiplicité des sources et des avis, eh bien, au final, la question principale, c'est comment on pondère ces critères et qui vont orienter le développement des dispositifs et finalement qui et comment on décide. Donc ça, c'est question ouverte et c'est pas forcément facile d'y répondre. La deuxième, c'est deuxième enjeu important, c'est la reconnaissance des expertises. Donc on s'est aperçu que dans
Dans la co-conception, eh ben, c'était faire participer des personnes, donc aussi valoriser leur expérience vécue et leur expertise. Et notamment pour les utilisateurs, ce sont des personnes qui s'impliquent et on se pose aussi la question de leur rétribution puisque ils participent en fait concrètement à faire évoluer le produit et donc l'entreprise. Question aussi autour de la propriété intellectuelle, puisque si on veut aller plus loin et vraiment, si on voulait vraiment faire une co-conception participative, on pourrait se poser des questions aussi sur s'il faut intégrer ces idées dans le cadre de dépôt de brevets, notamment en technologie. Donc ça repose des questions de propriété intellectuelle, innovation collective et comment on gère ça. Et puis aussi, on s'est rendu compte qu'on réfléchissait, nous, beaucoup à cette question de la co-conception. Pour nous, c'était important, mais qu'en fait, ça demandait énormément de ressources, du temps, des RH, de la finance, enfin des financements. Ça alourdissait les processus, les plannings, ça imposait des arbitrages qui sont parfois extrêmement complexes. Et on se rend bien compte que dans d'autres secteurs, il est possible de développer et de vendre des produits sans co-conception. Et même pour appuyer cette idée, on s'est rendu compte que, par exemple, avec le supporter, notre premier produit, on a mis en place des tests. On n'a pas eu un processus de co-conception parfait. C'était un processus qui était en construction. Il était un peu inexpérimenté. Et néanmoins, le produit aujourd'hui, on est à 2 ans de recul. Il faudrait être prudent aussi, mais on a aujourd'hui très peu de SAV et c'est un produit qui fonctionne, qui trouve son public. Donc la question, on se l'est vraiment posé, est-ce que la co-conception est importante? Est-ce qu'on ne gagnerait pas du temps à faire sans? Et en fait, on a très facilement répondu à cette question. C'est qu'en fait, nous, on a un engagement qui est lié à notre mission sociale d'accessibilité et on a une vision militante de l'innovation, donc c'est clair qu'on ne fera pas l'impasse sur la co-conception. Ce qui nous amène à des points de conclusion et de perspective, en espérant qu'on soit dans les temps. Notre première conviction autour de la co-conception est, malgré les difficultés qu'on a rencontrées, les contraintes que ça pose, c'est que seuls les utilisateurs valident l'utilité réelle d'un produit. Donc ça, je pense que ça, c'est indiscutable. La deuxième, donc ce dont on s'est aperçu, c'est que la co-conception, c'est un processus qui est vivant, qui est itératif, quand bien même on vous a présenté des slides où on a l'impression que tout est propre. On sait bien, c'est déjà c'est le fruit de plusieurs années de travail, et on sait bien que si on refait une présentation comme ça dans 2 ans, ça aura évolué. C'est quelque chose qui nous amène aussi à dépasser les enjeux techniques et technologiques. C'est vraiment une démarche réflexive qui amène de la pensée, qui amène de l'interaction avec avec différentes parties prenantes et pose vraiment cette question avec qui, pour qui et comment on fabrique les technologies. Une question qui nous paraît importante de poser aujourd'hui dans les contextes dans lesquels on vit. Et enfin, très clairement, c'est aussi un engagement social et politique, puisque donner la voix aussi aux personnes qui sont concernées par les technologies dans la conception de ces objets qui impactent leur vie, ça paraît absolument nécessaire. On va terminer par parce qu'en fait, nous, on est vraiment parti de la pratique, en fait, du terrain, et c'est vraiment en réfléchissant avec du recul qu'on a réussi à passer à la théorie. Donc, c'est pour ça qu'on partage ces slides et ces définitions à la fin. On s'est rendu compte que donc nous, on s'insérait dans un cadre de pensée qui était la conception inclusive. On veut développer des dispositifs qui soient accessibles au maximum de personnes, quand bien même leur diversité et leur capacité. On définit la co-conception aujourd'hui comme une méthodologie participative avec différentes phases. Donc, comme c'était un processus en amont, et comme l'a aussi présenté Thibaut, avec les différentes phases du projet, en amont, pendant le développement, puis aussi après la mise sur le marché. Et on a intégré là les aspects co-design aussi, parce qu'on était embêté sur cette définition. Il y a plusieurs définitions, co-construction, co-design, co-conception. Et nous, le co-design, la manière dont on se l'est approprié, en fait, c'était pour définir comment on fabrique, la collaboration autour vraiment de la fabrication, donc concrète de l'objet,
Nous, aujourd'hui, le co-design, il ne se fait pas avec les utilisateurs, je dirais, il se fait en interne dans les équipes et notamment en R&D, donc les équipes de recherche et développement. Et j'ai rajouté là l'open source aussi enfin, c'est tout à fait discutable, hein, cette slide. Nous, on peut pas dire réellement qu'on fait de l'open source aujourd'hui, quand bien même on partage des modèles de coq pour La personnalisation. ouais, pour la personnalisation. Mais c'est aussi pour intégrer ces différentes notions, qui est aussi finalement un mode collaboratif de partage des connaissances où les gens peuvent co-construire. On s'est vraiment posé des questions sur qui impliquer. Nous, très clairement, le premier enjeu, ça a été les utilisateurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont loin dans notre chaîne de vente et parce que, surtout parce que ce sont les premières personnes concernées. Mais en fait, on s'est aperçu aussi que en interne, on avait aussi des questions de co-conception, puisqu'il fallait qu'aujourd'hui, notamment parce on s'est assez développé, donc on a plusieurs pôles, et on s'est aperçu qu'il fallait que les pôles communiquent, le pôle recherche et développement, industrialisation, production, le marketing et les sales, parce que chacun aussi a des enjeux et des avis aussi à partager. Il y a aussi les autres parties prenantes de l'écosystème qu'on a présenté tout à l'heure, les pros de santé, les distributeurs, qui sont aussi des experts en fait et qui connaissent des réalités terrain. Et donc en parlant avec Thibaut, on a aussi rajouté les fournisseurs parce qu'ils ont aussi des particularités terrain, ils connaissent aussi bien des particularités techniques et matérielles. Et enfin, si on voulait vraiment aller plus loin, mais là c'est vraiment, je trouve que ça permet aussi de voir que on peut aller très loin dans le sujet de la co-conception. Ça intégrer la nature comme partie prenante, puisque aujourd'hui, très clairement, les enjeux environnementaux, ils sont indissociables d'enjeux sanitaires. Et quand on sait que 80% des impacts économiques, environnementaux et sociaux sont déterminés dès la phase de conception, ça pourrait être intéressant aussi de considérer que l'environnement, enfin des aspects environnementaux soient pris en compte déjà aussi dans ces phases de conception. On va terminer avec notre roadmap. C'est les prochaines étapes que nous, on a décidé de faire pour avancer sur ce sujet qui est un gros sujet. En premier lieu, on a mis en place, nous, une consultation en interne sur un choix technologique qui est stratégique pour un de nos produits, où là, on a intégré plusieurs retours de parties prenantes. Donc, nous, tous les pôles en interne, des users, des distributeurs et des pros de santé. On continue notre structuration, on veut prioriser des axes de travail, donc notamment, comme on disait, sur le cahier des charges, le co-design en interne, la communauté des users. On a la chance d'être accompagné par un UX designer, Pierre Minelli, qu'on a rencontré de manière récemment, voilà, fortuite et circonstancielle, et qui vient de la psychologie sociale, donc ça c'est aussi pour raccrocher avec les sciences humaines et sociales. Et à long terme, c'est aussi en fait repenser complètement l'intégration de la co-conception avec l'ensemble des parties prenantes, donc les utilisateurs, mais aussi donc comme je disais, les distributeurs, les pros de santé, les fournisseurs et l'environnement. Et là, ce qui est chouette, c'est que de notre côté, on a déjà mis en place une démarche RSE, donc responsabilité sociale et des entreprises. Et donc, en fait, quelque part, ça nous oblige déjà à avancer avec nos parties prenantes, ce qui fait que on a un bon terrain, on pense, pour continuer à avancer sur ce sujet de la co-conception. Et on a terminé, en espérant ne pas avoir trop dépassé un petit peu. Merci pour votre présentation. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Sinon, j'ai vu, on a un petit fichier avec David. J'ai vu qu'il a plein d'idées. Il a été très inspiré par votre présentation. Donc, en attendant, peut-être que David peut initier. N'hésitez pas aussi, si vous avez des remarques d'ailleurs, sur les ouvertures qui ont été proposées là, à la fin de la présentation, qui sont tout à fait intéressantes. Voilà, n'hésitez pas, Dimitri aussi, si jamais vous êtes inspiré. Merci Charlie. Vous avez mentionné que vous aviez une vision militante de l'innovation et j'imagine que ce qui va principalement se heurter à ces idéaux, c'est les exigences économiques. Vous avez parlé aussi d'esprit open source, etc. Et je me demandais si vous avez mentionné, il me semble, la possibilité de personnaliser le cosmétique du dispositif.
Est-ce qu'aussi éventuellement vous avez réfléchi à des kits d'autoconception, de conception par soi-même, etc., avec des imprimantes 3D ou autres, ou alors est-ce que bah, la concurrence avec d'autres entreprises vous a empêché de faire ça? La limitation, pour répondre à cette question, elle va pas être économique, elle va être réglementaire. On fait des dispositifs médicaux, donc qui sont certifiés. Dès qu'on déroge de tout le dossier qu'on a monté pour prouver qu'il était certifié, le dispositif n'est plus certifié. C'est plus un dispositif médical. Donc, dans le cadre d'autoconception, d'autofabrication, plutôt, si on expédiait notre robot en kit et qu'il était monté sur place, en fait, on aurait des problèmes. Si un problème venait à survenir, on serait considéré comme responsable. On est obligé de maîtriser toute la chaîne de fabrication et du dispositif. Mais c'est très bien la remarque que vous avez pu faire sur la cosmétique, sur donc les coques qui sont personnalisables. Celles-ci, elles sont imprimées en 3D, les fichiers sont en libre accès et peuvent être personnalisés comme ils le souhaitent, parce que ça reste des éléments cosmétiques. Donc, voilà, la contrainte réglementaire fait que on peut pas aller beaucoup plus loin que ce qu'on propose déjà. Ok. Je vois que Soumia dans le chat demande s'il y a eu éventuellement d'autres encore réglementations auxquelles vous êtes heurtés pour les DM. Pour être franc, c'est un carcan qui est très lourd, qui vise en plus à devenir de plus en plus lourd dans l'intérêt des utilisateurs finaux, ce qui est très bien. Sauf que comme toute réglementation, elle se doit d'être très large pour répondre à l'ensemble des dispositifs à réglementer et qui a forcément des aspects spécifiques de sa réglementation qui peuvent paraître un peu absurdes et qui sont compliqués à gérer, notamment quand on est une petite structure comme la nôtre. En fait, l'intégration de l'équipe qualité assez tôt dans la vie de l'entreprise, elle a été nécessaire. Et aujourd'hui, clairement, quand on parle de contraintes pour répondre à l'ensemble des besoins des utilisateurs, il y a la réglementation qui va amener un carcan assez fort qui va empêcher bah, le développement de certaines solutions parce que ça changerait la nature du DN, ça impliquerait des difficultés plus grandes à le certifier et donc repousser la date de mise sur le marché très loin et poser des problèmes économiques à l'Orthopus. Donc oui, il y a de nombreuses limitations, qu'elles soient sur le développement de fonctionnalités, le développement du produit en lui-même, ou même le réseau de distribution, qui sont vraiment très importantes. Merci. Et vous avez mentionné aussi le profil type des testeurs que vous mobilisez tout au long du projet, bah, soit des lead users qui ont déjà expérimenté des technologies similaires, ou soit des personnes atteintes de handicap moteur. Et ce que je me suis demandé, c'était quelle était la méthode de recrutement ou d'identification de ces participants. Et est-ce que toutes les autres phases de test que vous avez mentionnées après les pré-tests, elles sont réalisées toujours avec les mêmes usagers, donc il y a un engagement dans le temps long, ou est-ce que vous changez à chaque fois voilà. Il y a, pour commencer vraiment dans le processus de conception, on va identifier deux, trois personnes avec qui on va travailler de manière étroite pendant 2 ans. Donc là, on va être plutôt pour les alpha tests sur deux, trois personnes. Pourquoi si peu, on va dire? C'est d'une part parce qu'il y a des contraintes logistiques. Ça demande une organisation assez importante. D'autre part, c'est, comme a pu le dire Dorothée, le bassin pour identifier ces personnes, il est assez restreint. Quand vous parlez des interviews qu'on a pu faire pour le partenaire, on a interviewé 3 personnes parce qu'à notre connaissance, à ce moment-là, c'était les 3 seules personnes qui étaient équipées en France de dispositifs similaires. Donc, ça limite de cette part le nombre de personnes. Ensuite, pour le supporter, il y avait un dispositif un peu moins cher, un peu moins onéreux, donc un peu plus diffusé en France. Il y a un appel sur les réseaux sociaux et dans les différents, notamment groupes Facebook d'associations ou de regroupements d'utilisateurs qui a été fait. Donc on a eu, je crois, une cinquantaine de retours de personnes qui étaient intéressées pour participer justement à ce processus de co-conception.
Et après, la grosse difficulté qui a été entrevue, ça a été de trier les personnes. Euh, Proposer un dispositif comme ça, quelque part, c'est un peu vendre du rêve, mais derrière, il faut rester réaliste, et pas décevoir. Donc assez tôt, ça pose le problème de choisir parmi ce bassin-là des personnes pertinentes. Ça se base beaucoup sur le degré de mobilité, qu'il est assez difficile de quantifier à distance sans l'aide d'un personnel formé. Mais ça s'est essentiellement basé sur ces critères-là. Oui, juste pour compléter et en fait amplifier ce que dit Thibaut. Donc c'est vrai qu'on a la chance aujourd'hui, enfin petit à petit un réseau quand même qui se développe, que ce soit les associations, les distributeurs, même des utilisateurs qui connaissent d'autres utilisateurs. Donc on finit quand même, je trouve, on finit par trouver des personnes, sachant que pour les collaborations avec les tests d'usage, pour les tests d'usage avec les structures tierces, elles font leur propre inclusion. Pour les essais cliniques, c'est aussi Pareil. une autre inclusion. Donc bon voilà, je pense voilà, on a quand même un réseau aujourd'hui, on peut dire. Et donc sur les échelles cliniques, on a beaucoup utilisé, donc parce que nous, le vrai enjeu, c'est vraiment cette question de la mobilité du bras, où en est la mobilité du bras des utilisateurs pour savoir si le dispositif est adapté ou pas. Et donc là, on a aussi pas mal collaboré avec des cliniciens qui nous ont orientés vers des méthodologies. Notamment, on a beaucoup utilisé c'était quoi, l'échelle de Brook, qui nous permet voilà, de dire si vous faites tel geste et tel geste, ça veut dire que voilà, il vous reste tel degré de mobilité, donc c'est OK ou c'est pas OK. Donc on a été aidé aussi par notre entourage. D'accord. Et sur les retours utilisateurs, éventuellement, vous avez parlé de Pierre Mini, je crois, hein, oui. Mm. Est-ce que vous avez mobilisé aussi une structure tiers? Est-ce que c'était par exemple un cabinet ou d'expérience utilisateur ou un laboratoire de recherche? Et aussi éventuellement, enfin voilà, au-delà de ça, quelles sont les autres ressources que vous avez utilisées en termes de sciences humaines et sociales pour analyser les retours utilisateurs? Est-ce que par exemple vous êtes appuyé sur les retours des familles ou des soignants pour structurer un peu une analyse de l'usage dans le temps long et en situation réelle? Je suis vraiment désolé, je vais devoir m'absenter. J'ai des contraintes personnelles qui font que je vais aller, mais Dorothée est la plus à même à répondre à cette question. En tout cas, merci beaucoup, c'était très intéressant. Et je vous souhaite un bon débat et des bonnes questions. Merci, merci. Merci. Au revoir. Tu débattes ton micro. Merci beaucoup, au revoir. Faut que je mette le micro. Alors, pour répondre à cette question, désolé. On entend bien. Ouais, c'est bon, parce qu'on a Oui. un problème technique comme Thibaut parle. Donc oui, le but, c'est effectivement d'intégrer ces retours de l'entourage. Je crois qu'il est pris en compte dans le protocole essai clinique sur le partenaire. On s'aperçoit que, pour compléter cette réponse, l'entourage ne prend pas forcément la parole pour les utilisateurs ou les utilisatrices eux-mêmes ou elles-mêmes, ce qui se comprend. Mais nous, on a envie d'aller plus loin. C'est pas forcément évident parce que ça repose la question de comment on pondère. Quelle est la valeur de la parole de quelqu'un par rapport à un tel? Comment on traite les données? Voilà, mais c'est bien sûr qu'en tout cas, on l'a en tête. Mais notre priorité a vraiment été les utilisateurs parce que c'était déjà un tel challenge que, qu'on s'est concentré là-dessus. Et comme pour répondre aussi à ce que tu disais, David, donc on a collaboré avec des structures tierces donc pour les tests d'usage, donc ce qui nous permet d'avoir un regard différent, des façons de faire, enfin, une méthodologie aussi un peu différente. Pierre Minelli, il se trouve que c'est une circonstance en fait relationnelle et en fait il y a eu un match relationnel aussi et je pense qu'il faut pas nier que on va dire dans le développement
Professionnel, il y a aussi des matchs quoi, entre personnes et il est à Nantes, il s'est intéressé très vite, il venait du milieu du handicap, il venait de la psychologie sociale, donc en fait on a très vite, il était très vite intéressé, donc on a travaillé avec lui sans forcément faire de recherche sur ce sujet, enfin sur le fait de travailler avec une agence spécialiste. Voilà, il s'est vraiment adapté tout de suite à nos besoins, ce qui est voilà, ce qui nous a, ce qui a fonctionné quoi dans la collaboration. Merci beaucoup. Peut-être, alors bon, il reste 5 minutes. Est-ce que éventuellement des participants ont des questions transversales à Dimitri et Dorothée à la fois, ou sinon éventuellement j'ai ces questions en fond. Je pose une première question et s'il y a quelqu'un qui souhaite poser une autre question après, voilà. Donc, globalement, ce que vous en retenez après ces échanges en séance et tout le processus, c'est pour vous, qu'est-ce que ça apporte réellement l'implication des utilisateurs finaux dans le processus de conception robotique? Est-ce que peut-être Dimitri ou tu veux commencer? Oui, merci David. Eh bien, merci aussi pour la très bonne présentation sur la co-conception à Octopus. Je vois que vous avez mis en place tous les leviers pour le faire. Et peut-être même, je voulais, pour répondre à la fois à la question et l'interrogation qui était dans la présentation précédente, c'est qu'il n'y a pas forcément une forme de conception participative. Et déjà même, la conception participative a tellement évolué dans le temps depuis le démarrage dans les pays scandinaves où il y avait une réelle question de savoir est-ce que les technologies allaient être des technologies pour contrôler les travailleurs sur leur lieu de travail et qu'il fallait justement contrebalancer ce mouvement. On voit bien que juste, il y a eu d'autres manières de faire de conception participative qui sont étendues et maintenant qui est largement répandue euh, partout dans le monde, hein, dans les laboratoires de recherche, pas seulement dans les entreprises R&D, et qu'il y a quand même une forme de part de bricolage, mais dans le terme bricolage, dans le sens où on doit s'adapter à toutes ces contraintes. On le voit avec Octopus sur le fait de faire une innovation incrémentale. Dès le démarrage, on se dit, bon, on sait on sait de quoi on parle et on parle de robotique que vous maîtrisez. Mais en même temps, vous vous posez la question de dire, ah oui, mais quels sont ces retours terrain les plus concrets possibles? Donc, je voudrais dire que oui, la conception participative s'adapte aussi à chaque environnement. Et que cette implication, justement, est faite d'embranchements, de rencontres. On le voit ici avec un spécialiste dans les sciences humaines qui intervient à Octopus. Eh bien, c'est cette manière de faire en situation qui est importante. Oui, bah alors pour répondre à la question assez simplement, je pense que ça apporte plusieurs choses. La première, c'est tout simplement fabriquer des produits et ou des technologies adaptées à des besoins. Surtout que bah, pour le handicap, si on ne vit pas le handicap, c'est quand même difficile de comprendre tous les enjeux. Donc ça, je dirais, c'est le premier point. Après, je dirais que nous, ça nous a énormément aidé à nous structurer dans notre méthodologie. Donc, quelque part, ça a été aussi un levier de structuration de la gestion de projet, d'enjeux même réglementaires aussi, puisque ce sont de plus en plus ce sont aussi des enjeux qui sont pris en compte dans les aspects réglementaires. Et puis, je rajouterais un troisième cercle, c'est que moi, je suis convaincue que c'est un axe d'innovation, en fait. C'est quelque chose qui est vraiment un moteur d'innovation. Merci. Voilà. Euh, oui, Dimitri? Oui, mais j'aurais peut-être une question sur la- la perspective d'avoir un bras qui va, lui, être déporté par rapport au fauteuil. Là, typiquement, vous allez avoir des contraintes
de l'environnement immédiat autour du fauteuil. Et certainement, les tests en situation vont devoir apparaître peut-être plus tôt que dans les autres produits que vous avez. Et je trouve très intéressant d'expérimenter. On sait de toute façon que ça va de pair avec les nouveaux aspects robotiques que l'on a. On en a ici au laboratoire avec des bras articulés. Et tout de suite, cette question de préhension dans l'espace euh, pose un certain nombre de questions. Pas seulement que de besoins, mais aussi de savoir comment protéger l'environnement et les personnes par rapport à ce bras qui va se déporter. Et là, ça va être un nouveau champ pour vous de pouvoir aller sur cette forme de co-conception. Oui, oui, alors on a tout à fait. Après, on a la chance là, donc sur ce bras robot, donc le troisième produit, l'Orthopus Explorer, c'est que dans le cadre du projet Extender, qui est un projet en consortium, là, on est très bien équipé, on va dire. On a déjà là les laboratoires de recherche donc en sciences humaines qui nous accompagnent, en sciences humaines et sociales. On a les cliniciens, là, on commence justement à réfléchir aux alpha-tests. Donc, et puis on a plus d'expérience, nous aussi. Donc, quelque part, on, on se sent mieux préparé. Ça ne veut pas dire qu'on va pas rencontrer d'autres écueils, découvrir d'autres choses qu'on n'avait pas imaginées, et d'ailleurs, peut-être tant mieux. Mais oui, c'est un autre sujet, le bras robot, effectivement. Très bien, merci beaucoup. Alors, bon, malheureusement, on va pas pouvoir poser plus de questions, sauf éventuellement une dernière question qui se manifeste tout de suite. Sinon, on va passer à la conclusion pour éviter de trop déborder sur le temps. En vous remerciant encore à nouveau pour vos présentations. Donc, première annonce pour la conclusion, c'est la tenue d'une journée annuelle du réseau de RSHS qui aura lieu le 14 octobre 2025, toute la journée à l'ICAM à Toulouse. Donc, vous aurez l'adresse de l'ICAM sur le site internet du réseau de RSHS. Au programme, on aura des ateliers avec des chercheurs invités, des communications, des posters et des activités de réseautage pour rencontrer de nouveaux chercheurs ou autres. Le programme est disponible directement sur le site du réseau. Et enfin, l'inscription est obligatoire uniquement pour des raisons logistiques, c'est-à-dire qu'on a commandé les repas. Donc, voilà. Les thématiques attendues pour les propositions, parce qu'on attend des propositions de communication et de posters. Par ailleurs, la deadline est cette semaine. Donc, si vous êtes motivé, n'hésitez pas à proposer une contribution. Donc, les thématiques, c'est autour de l'interdisciplinarité au sens large entre robotique et SHS. Donc, on attend soit des retours d'expérience de projets de recherche interdisciplinaires, c'est très large, soit des dispositifs méthodologiques originaux ou transférables entre différentes disciplines, ou soit des réflexions critiques sur les conditions de collaboration entre nos disciplines, et spécifiquement sur la thématique de la robotique, évidemment. Donc les dates importantes à retenir, c'est cette semaine la date limite d'envoi de résumé. La semaine prochaine, on sélectionne les communications, donc comme ça vous pouvez vous faire, enfin, réserver vos transports ou autres. Et 1er octobre, date limite d'inscription pour la participation pour faire les bons de commande de buffet. Voilà. Et sinon, bah, pour conclure, vous avez notre adresse mail de contact si vous avez la moindre question ou des suggestions d'intervenants, d'activités, de thématiques, etc. Notamment si vous voulez monter une activité et que vous ne savez pas comment la financer, nous, on a des financements en fonds où on peut vous rediriger vers des financements. Vous avez aussi, on a aussi une liste de diffusion qui pour l'instant n'est pas très active parce que c'est la première année, mais on attend d'avoir assez de gens pour qu'elle soit pertinente. Donc n'hésitez pas à y souscrire. Vous retrouverez la rediffusion de cette séance prochainement sur le site du réseau. Et vous avez également un questionnaire de satisfaction et un questionnaire de présence pour les doctorants qui voudraient valider des crédits de formation que Charlie a partagé il y a peu dans le chat. Donc je remercie Charlie pour la co-animation. Je remercie énormément Dorothée, Dimitri et Thibaut pour la préparation, les interventions extrêmement pertinentes, la discussion, etc. Et je remercie également les participants qui sont restés, qui se sont mobilisés, qui sont restés jusqu'à maintenant.
Voilà. Merci et au revoir. Merci. À Merci bientôt. beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.